Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue dans Écho de l'écho. Le Gabon est un carrefour industriel. Pendant des décennies, notre économie a vécu au rythme du pétrole, du bois et du manganèse, exportant ses richesses brutes vers des marchés lointains. Aujourd'hui, le modèle s'essouffle et une question s'impose: comment transformer nos ressources ici, sur notre sol, pour créer plus de valeur, plus d'emplois et plus d'autonomie économique? De la zone industrielle d'un coq aux transformations agro-industrielles, une mutation est en marche, mais cette mutation n'est pas sans défi. Infrastructure, formation, compétitivité, investissement et adaptation aux exigences d'un marché mondialisé. Ce soir, plein de questions s'imposent à nous. Nous allons donc plonger au cœur de cette transformation pour comprendre ce qui se joue, ce qui freine et surtout ce qui peut propulser le Gabon vers une nouvelle ère industrielle. Sur ce plateau, nous recevons un invité. Il s'agit de monsieur Achille Mbeng Mezui. Il est économiste et expert des systèmes financiers. Avant de retrouver notre invité, allons-y rapidement écouter la voix. Alors la voix, bonsoir. Dites-nous, notre cher ami la voix, faites-nous un point, s'il vous plaît, sur le secteur industriel gabonais. Bonsoir à tous. Modeste, le secteur industriel gabonais reste stratégique, mais encore en construction. Historiquement centré sur le pétrole et le manganèse, il a longtemps souffert d'une dépendance aux exportations brutes. Le défi est désormais de passer à la transformation locale pour capter davantage de valeur ajoutée. Le bois, par exemple, illustre bien cette mutation. Depuis l'interdiction d'exportation des grumes en 2010, des usines de sciage et de plaquage se sont développées, notamment dans la zone industrielle spéciale d'Uncock, qui attire aussi des industries dans la métallurgie et la chimie. Ce modèle de zone spéciale est un levier important d'industrialisation, même s'il reste conditionné à de meilleurs coûts énergétiques, infrastructures et stabilité réglementaire. L'agro-industrie, pourtant porteuse, demeure encore faible alors que le pays importe une grande partie de ses denrées alimentaires. Le développement des filières locales dans le cacao, l'huile de palme ou la pêche pourrait réduire cette dépendance et créer des emplois. 3 défis dominent: diversifier l'économie au-delà des hydrocarbures, renforcer la compétitivité industrielle et former une main-d'œuvre qualifiée. Avec des politiques cohérentes et une volonté affirmée, le Gabon peut transformer ses richesses naturelles en un véritable moteur de développement industriel et devenir un acteur majeur en Afrique centrale. Voilà, Modeste. Merci à vous, mon cher ami Lavoie. Alors, nous sommes de retour sur le plateau et je vous l'annonçais déjà, nous recevons donc monsieur Cédric Achille Mbeng Mezui. Je disais tantôt que vous êtes économiste et expert des systèmes financiers. Bienvenue. Merci. Alors, on a écouté la définition de Lavoie, du moins Lavoie a planté le décor. Mais déjà, vous, comment définiriez-vous la mutation industrielle au Gabon? Est-ce qu'on a raison de parler de mutation? Oui, alors, il faut penser à la mutation industrielle comme quand vous êtes sur un chantier de construction d'une maison. L'architecte a fait le plan, le terrain, c'est le Gabon, et il commence un travail qui est sur les fondations. Celui qui passe par là peut se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? On ne voit rien. Mais ceux qui sont dans le bâtiment savent très bien que le vrai travail est en profondeur. Donc, il faut travailler sur les capacités humaines, donc les ressources techniques. Il faut effectivement travailler sur les infrastructures. Je suis arrivé il y a quelques jours et je vois le pays en chantier, je vois les routes, je vois les projets qui sont en train de se faire. Et donc, c'est tout cela qui va permettre de soutenir cette mutation industrielle. On pourra parler des secteurs, mais avant ces secteurs, il faut des infrastructures énergétiques, des infrastructures routières et bien sûr des capacités humaines pour accompagner cela. Donc, la mutation industrielle est lancée au Gabon.
Est-ce qu'il y a des secteurs clés dans lesquels aujourd'hui, si nous on veut voir comment elle se manifeste cette mutation industrielle, est-ce qu'il y a des secteurs clés vers lesquels on pourrait se tourner et puis dire ah oui, dans ce secteur-là, ça bouge? D'accord. Lorsque vous regardez l'actualité, à OIM, récemment, le président était avec le groupe Eramet pour discuter de la transformation du manganèse. Il faut déjà commencer par là, à concevoir, être d'accord. Donc ça, c'est déjà les bases de la mutation. Pendant des décennies, nous étions en train d'exporter le manganèse à l'état brut. Une décision est prise, une discussion avec un grand groupe, et nous sommes dans la construction de cette architecture pour la mutation industrielle. Mais pour avoir cela, il faut bien qu'il y ait de l'énergie. On a financé le Grand Pobara pour avoir plus d'énergie. Aujourd'hui, Pobara a la capacité d'accompagner une partie de cette industrialisation. Donc voilà, on a un pas qui est fait sur la partie énergie et nous sommes en train de concevoir maintenant la partie minerai, la partie transformation du minerai. On peut regarder le côté d'un coq. On a une zone économique spéciale. Il y a des défis, effectivement, mais aussi des transformations qui se font. Il faut continuer à passer la deuxième, la troisième, quatrième transformation pour voir des cas concrets. Nous sommes en train de parler de l'agriculture pour avoir au niveau du Gabon la possibilité de fabriquer ce que nous consommons nous-mêmes. Et donc cela aussi reste dans l'agenda du gouvernement. Donc moi, en tant qu'expert regardant de l'extérieur, ce qui m'intéresse, c'est de voir que l'architecture est en train de se mettre en place. Il y a les fondations, tout ce qui touche aux infrastructures de route, d'énergie. Les écoles spécialisées sont en train d'être construites. Il y a une nouvelle université qui sera au niveau du Cap, ce qui est très bien, ce qui donne une offre de formation dans les métiers de STEAM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. C'est dans ces métiers qu'on trouve les ressources humaines pour transformer nos matières premières. Donc la mutation industrielle est en cours. Arrêtons-nous un instant sur les zones industrielles spéciales. Vous avez parlé de celle d'un corps, il y a également la baie des Rois, et vous avez dit, c'est vrai, il y a des défis, mais les choses sont marchées. Ces défis-là, ce sont lesquels à ce jour? Alors, les défis, toujours, c'est au départ, comment nous avons pensé l'industrie au niveau du Gabon. Nous parlons d'industrialisation, mais vous allez remarquer que les conversations touchent beaucoup la question de la diversification. Diversification, industrialisation, ce n'est pas exactement la même chose. Dans la diversification, on peut avoir une diversification horizontale. Donc, on quitte du pétrole, qui fait à peu près 80% de nos recettes budgétaires, et puis on va à un autre secteur, on va prendre des minéraux, on va prendre le bois. Donc, on reste sur le même modèle, qui est un modèle d'économie extravertie tirée par la demande extérieure sans créer de valeur ici. Ça, c'est ce que nous avons fait sur plusieurs décennies. Nous sommes en train de parler d'industrialisation, ça veut dire qu'on va prendre un secteur et on va monter en gamme en termes de chaîne de valeur. Je vous prends juste le cas du secteur pétrolier, qui peut avoir des effets multiples sur l'économie. Jusqu'ici, nous exportons le pétrole. Si nous montons dans la chaîne de valeur du pétrole, nous pouvons faire de la pétrochimie, nous pouvons avoir des produits pétroliers de meilleure qualité qui vont réduire les coûts de nos importations. Mais le pétrole aussi peut nous permettre, avec ces déchets, d'avoir le bitume. Je vous ai parlé des infrastructures de route, mais si vous collez les deux, vous allez avoir une production de bitume au niveau national qui va aider à réduire le coût de nos investissements au niveau des infrastructures. Donc il faut que les politiques se parlent. Pour l'instant, ils ne se parlent pas. C'est justement le but de, par exemple, on a fait le Gabon Economic Forum il y a quelques semaines, c'est d'amener les acteurs à se parler et de comprendre les liens entre les différentes politiques. Le pétrole peut aussi permettre de booster l'agriculture. Parce qu'en fait, lorsque vous avez le pétrole et le gaz permet de produire l'urée, donc des engrais qui permettent de booster la productivité agricole. Donc, il faut relier justement le fait que le pétrole monte en gamme et le fait d'avoir des effets, des externalités positives, des effets d'entraînement sur ce qu'on va dire l'énergie, donc les centrales à gaz, on va avoir sur le bitume, donc infrastructure routière, et bien sûr sur la productivité agricole. Donc il faut arriver à créer un plan économique qui se parle, pas des secteurs isolés et qui on a l'impression que c'est des couloirs, des Chinese halls entre les différents secteurs. Pendant longtemps, de nombreux États africains, revenons au Gabon, la dépendance au bois, secteur bois, la dépendance au secteur pétrole. Et là, on parle d'industrialisation. Oui, vous avez parlé de l'évolution du produit pétrolier. Comment on fait pour ne pas tomber dans les mêmes travers, se dire on a tellement industrialisé le secteur pétrole qu'on va encore tout miser là-dessus? Comment on fait pour limiter la dépendance à certains secteurs? Alors, moi, je ne participe pas à cette approche qui voudrait qu'on mette le secteur pétrolier de côté.
voici le poumon de l'économie, mais on n'a même pas tiré profit de ce secteur-là, parce qu'on extrait et on renvoie à l'extérieur. Il y a beaucoup de métiers dans le secteur pétrolier. Si on monte en termes de chaîne de valeur, rien que dans le secteur pétrolier, on crée beaucoup d'emplois. Et ça a un effet d'entraînement sur le reste. On parle d'énergie, vous avez parlé du secteur bois. Si on utilise le gaz pour faire des centrales à gaz, produire plus d'énergie, c'est bon pour le bois, pour les scieries, etc. Donc, c'est un effet d'entraînement que le secteur pétrolier va apporter. Et plus tard, on va sortir d'autres niches. Mais le secteur pétrolier, nous ne l'avons même pas encore bien exploité. Donc, il faut y aller à fond et penser à densifier ce secteur-là. Mais si on revient au niveau africain, il y a cette question de mutualiser à certains niveaux d'industrialisation. Je vous prends un cas. Nous étions à peu près 250-300 millions d'habitants lorsque nous prenons les indépendances pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes 1,2, on va passer à 2,5. Donc avant, lorsque nous coupions du bois, il fallait l'envoyer parce que la demande était ailleurs. L'Europe est en train de se construire pour les 30 Glorieuses. Aujourd'hui, c'est l'Asie, c'est la Chine qui absorbe la plupart des matières premières parce qu'elle s'industrialise, c'est l'usine du monde. Mais lorsque l'Afrique est à 1,2 et qu'on va passer à 2,5, ça veut dire que le besoin ici en Afrique, le Nigeria à côté, c'est 200 millions d'habitants. Qu'est-ce que le Gabon vend au Nigeria? Donc quand on fait notre stratégie d'industrialisation, on doit penser à vendre au Nigeria qui a 200 millions, à toute la zone Afrique de l'Ouest qui fait 400 millions, et dans 20 ans, cette zone va faire 1 milliard. 1 milliard d'habitants juste à côté. La question, lorsqu'on bâtit nos politiques d'industrialisation, c'est de dire qu'est-ce que nous allons produire qui va nous servir, nous, Gabonais, mais aussi qui va permettre au Gabon de gagner en termes de ressources, en termes de revenus, en vendant à l'Afrique de l'Ouest. Ils auront besoin de quoi? Ils auront besoin de construire des maisons, ils ont besoin de se nourrir. Donc nous avons l'acier grâce au fer, grâce au manganèse, nous avons du bois, nous pouvons exporter à côté. Et donc tout cela, ce sont des opportunités que nous devons regarder et organiser. On a assisté au Gabon Economic Forum. Beaucoup de prises de parole. On a parlé d'industrialisation. Pour le commun des mortels, lorsqu'on dit industrialisation, attention, notre thématique est sur la mutation industrielle. Lorsqu'on dit industrialisation, on pense aux machines, aux sociétés, on pense à tout ce qui est mécanique. On oublie la ressource humaine, on oublie le capital humain. Aujourd'hui, le manque de formation ou le manque de transfert de compétences peut causer un frein, effectivement. Comment on fait pour limiter la casse dans cet aspect-là? J'ai parlé plusieurs fois de STEAM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, c'est pour relier les deux. L'impact de ce forum était très intéressant de voir la Fédération des grandes entreprises et avoir le secteur public pour qui se parle. Le secteur privé doit dire au gouvernement ses besoins en termes de ressources humaines. Il faut que les deux secteurs se parlent parce qu'effectivement, il faut des humains bien formés derrière les machines. On parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, on parle de certaines mutations au niveau de la façon de produire mieux. Et on a la question de la problématique de créer des emplois pour nos jeunes qui sont au chômage. Donc tout cela rentre dans une politique. Il faut un maillage entre les deux, secteur privé, secteur public, système éducatif, pour que nous ne produisons pas des chômeurs, nous produisons des personnes qui vont être utiles pour la mutation industrielle de notre pays. Et on pourrait peut-être, est-ce qu'il y a des stratégies pour encourager les entreprises à véritablement mettre en place des politiques de transfert de compétences? Oui, alors souvent ce qui se passe dans les pays qui avancent, qui donnent des bons résultats aujourd'hui, c'est que c'est depuis les écoles socialisées que les entreprises sont en partenariat avec les écoles, avec les universités. On parle de pôle technologique. Université comme Masuku, on pourrait l'imaginer comme une technopôle où on travaille, on monte des drones et on travaille sur la sécurité, on travaille sur l'industrialisation avec les entreprises. Et chaque année, avoir une foire où on présente des innovations qui viennent de ce secteur-là. C'est ce qui se fait ailleurs. On parle de centres d'excellence ailleurs. Et on voit ces universités scientifiques orientées avec des coopérations avec les grandes universités en Asie et aux États-Unis. Donc peut-être il faudra aller vers ce sens-là. Projetons-nous 10 ans en avant. Selon vous, quels sont ces secteurs émergents-là sur lesquels les autorités gabonaises devraient absolument miser aujourd'hui pour que dans 10 ans, on se dise oui, la mutation industrielle, elle a fait du chemin, on voit les résultats aujourd'hui, ces résultats sont palpables. Au Gabon, les secteurs sont, je pense, connus. Il y a l'agriculture, il y a le potentiel sur les industries pharmaceutiques, on a une flore intéressante, diversifiée, il y a le potentiel de créer des médicaments sur cette base-là, que nous utilisons déjà en pharmacopée, mais les transformer.
On a tout le secteur pétrolier dont je parle toujours, qui va aider à soutenir d'autres secteurs, et on a les minerais. Le secteur bois aussi est là. Mais ce qui est important, c'est, quel que soit le palier que nous atteignons au niveau de l'industrialisation, donc en termes de mutation, il faut regarder toujours à peu près 5 paramètres. Ça va être les infrastructures routières, l'énergie, l'eau, les ressources humaines, capacités techniques, et bien sûr, tout ce qui va dans la santé. Donc, lorsqu'on a ces 5 leviers que nous regardons, chaque niveau de mutation doit nous permettre toujours d'avoir des indicateurs qui nous permettent de voir l'évolution du pays. Parce que malheureusement, lorsque vous prenez un indicateur comme le PIB, il va vous dire si le PIB est en hausse, 10%, 15%, comme vous voulez, mais il ne traduit pas la qualité de l'école, il ne traduit pas la qualité de vie des personnes. Donc, il faut que nous-mêmes, lorsque nous définissons nos politiques, nous ayons cette notion d'inclusion, de permettre la mutation non seulement de l'économie, mais aussi des personnes qui vivent dans le pays. Il faudrait qu'on dise dans 10 ans, un Gabonais, c'est quelqu'un qui est bien logé, qui circule dans un pays où il y a des bonnes routes et qui a la possibilité de bien se former. Voilà ce que je vois à 10 ans. Et là, on parle de transformation. Les environnementalistes restent toujours prudents en disant oui, c'est vrai, il faut transformer, mais attention, il faut transformer de façon durable. Alors, comment finalement capitaliser les ressources naturelles? Vous nous avez parlé du secteur pharmaceutique, transformer, mettre en avant ou booster la pharmacopée gabonaise. Alors, comment capitaliser sur les ressources naturelles tout en respectant durablement ces ressources-là? Ce n'est pas un défi facile, mais il y a des normes. Même lorsqu'on parle, je pense que le secteur minier, on parle de mines responsables, on produit toujours. On va couper toujours un peu. On pourra avoir des incidences sur la faune et la flore, mais il faut avoir une politique qui permet de réparer et une politique de conservation. Mais il faut arriver à balancer les deux, entre les besoins des populations et, bien sûr, le fait de préserver la nature, parce que de toute façon, je pense que l'Africain est fondamentalement proche du respect de la nature. Si nous avons gardé la forêt et la faune aussi longtemps, ça montre que c'est lié à notre éducation. Moi, j'ai grandi au village, chaque fois qu'on rentre dans la forêt, on se présente. Si on se présente, ça veut dire qu'on respecte les êtres qui y sont. Donc je pense qu'on doit avoir des politiques où nous ne sommes pas nécessairement dans le dictat des groupes internationaux, mais nous développons des normes qui sont acceptées de tous pour avoir une approche responsable. Une approche responsable dans la finance, une approche responsable dans les infrastructures, une approche responsable dans l'utilisation de nos ressources naturelles. Mais booster l'industrialisation, Cédric Achilbeng demande beaucoup d'argent aussi. D'accord, il y aura des investisseurs étrangers. Vous avez dit qu'il faut booster aussi les PME locales. Pour booster aussi, il faut savoir prendre le coup sur son dos. Pour prendre le coup sur son dos, il faut penser à avoir des fonds quelque part. Où est-ce que l'État va chercher l'argent pour booster le secteur industriel de son côté? Bon, déjà, ce n'est pas seulement l'État. Dans un pays, il y a plusieurs acteurs. L'État, donc le gouvernement, c'est un acteur. Le secteur privé aussi, c'est un autre groupe d'acteurs. Lorsqu'on porte un projet industriel, il faut voir qui porte quoi. Lorsque vous êtes un groupe ou une famille, on regarde celui qui est plus costaud, il soulève ce qui est un peu plus lourd, et celui qui est un peu plus léger porte autre chose. Donc l'État, en fonction de ses muscles, sait ce qu'il peut porter. Les autres acteurs savent quel rôle ils peuvent jouer. C'est pourquoi on parle de stratégie. Il faut se mettre ensemble et savoir qui peut porter quoi. Secteur système financier, nous avons aujourd'hui à peu près 7 000, 8 000 milliards, je prends le marché obligataire, pour toute la sous-région. Si on prend le Gabon, nous sommes dans les 3 000 à peu près, ou un peu moins. Si vous regardez ce qui a été fait sur ces dernières années, nous avons continué à taper sur le marché obligataire en levant des fonds, mais nous n'avons pas construit les instruments ou les mécanismes qui permettent d'alimenter l'épargne dans ce domaine-là. Donc, il faudra faire des réformes profondes sur les caisses de retraite parce que ce sont ces investisseurs qui permettent de financer le long terme. Il faut travailler sur le fonds souverain. J'ai regardé un peu les résultats récemment. Il faut continuer à travailler. Il y a des efforts à faire dessus. Il y a des efforts à faire. Il y a la CDC qui est importante, qui est un acteur important. Mais il faut des leviers qui permettent de mobiliser l'épargne et de les injecter dans le secteur économique. Vous avez les compagnies d'assurance, vous avez les banques. Les banques, comment les redynamiser pour avoir plus de ressources. Donc, il faut regarder tous ces acteurs-là. Lorsqu'on a une bonne base, un stock de capital important localement, les autres viennent. Pourquoi? Parce que si vous reposez essentiellement votre financement sur l'extérieur, il faut aussi accepter les contraintes de l'extérieur.
vous regardez le spread sur le Gabon, Eurobond, on est parmi les plus élevés. On est autour de 900 points au-dessus du taux américain, ce qui est très cher. Donc, il faut faire des réformes pour que cette perception de risque extérieur baisse. Mais lorsque vous avez en interne des capitaux nécessaires, comme on le voit au Botswana, comme on le voit en Namibie, la perception des risques peut être là, mais on sait que vous allez toujours participer. Vous avez assez d'épargne pour contribuer au financement de vos propres projets. On passe, dans ce cas, à des partages de risques. Il y a un projet, c'est 1000 milliards, l'État amène 400, un privé amène 200, un autre amène 300, etc. Et là, vous êtes dans des approches qui sont plus dynamiques. Mais il ne faut pas courir. J'ai pris tout à l'heure l'exemple d'une construction, de l'architecture. On est sur le soubassement. On est en train de faire un travail important. Lorsque vous venez, vous trouvez qu'il y a un soubassement qui est mis en place, il y a des routes, il y a l'énergie, le coût du capital qu'on apporte est aussi plus intéressant. Donc, tout est lié. Il faut juste bien coordonner tout ce qui est en train d'être fait. Puisque vous avez déjà abordé le 5e point qui parle des perspectives et des stratégies, c'est très bien, allons-y. Vous avez parlé de quelques politiques publiques qui pourraient améliorer les choses en soulignant que l'État n'est pas seul à aller chercher des fonds. Il y a le secteur privé qui est là. Lorsque vous parlez de finances et de secteur privé, nous on pense aux banques. Comment on intègre les banques dans ce processus d'industrialisation, de mise en avant du secteur industriel? Comment est-ce qu'on peut permettre aux banques de jouer leur part tout en respectant leurs besoins? Oui, alors, les banquiers, quel que soit le pays, c'est tous des cousins. Ils font tous la même chose. Ils agissent à peu près de la même manière, quel que soit l'endroit. Le banquier, il intervient à quel niveau? Si vous êtes dans tout ce qui est études, préparation de projets, vous êtes encore dans la phase développement, les banques ne sont pas souvent là, les banques commerciales. C'est pourquoi il faut d'autres types d'acteurs, les fonds souverains, les banques de développement, la BDAC. Vous avez vu, il y a quelques jours, il y a 100 milliards qui ont été une ligne de crédit de la BDAC. Donc, c'est ce type d'acteurs qui soutiennent le développement, donc l'amorçage des projets. Lorsque vous passez maintenant à la partie construction et commence à voir que le projet, en termes de risque, commence à baisser, là, les banquiers viennent. En fait, il s'agit d'une question d'ingénierie financière. Qui intervient quand? Les banques ont leur rôle à faire, mais ils interviennent quand? Quand le risque est moins élevé. Parce qu'ils ont les dépôts de leurs clients, ils ont leurs actionnaires, ils ont les ratios à respecter. Ils ne peuvent pas rentrer au début des projets. Il faut trouver maintenant les acteurs qui interviennent avant les banquiers. Il faut qu'ils soient un certain nombre. Il faut savoir parler avec ceux-là. Il faut savoir quel est le rôle que l'État joue. Comme je viens de dire, si l'État est en train de mettre des infrastructures en place, les grands groupes, les fonds de développement d'infrastructures peuvent venir pour accompagner cette partie. Et une fois ces fonds ont fait leur part, les banques aussi arrivent. On peut refinancer. Donc, en termes d'ingénierie financière, il y a tellement de choses à faire. Mais il faut juste savoir qui joue quel rôle. Il y a la question du blending. Blending, c'est un mélange entre financement concessionnel et financement commercial. Lorsque vous mélangez les deux, ça vous donne quelque chose qui est intéressant, qu'on appelle le blending. Et c'est ça qu'il faut faire. L'État amène les ressources qui sont gratuites, qui sont moins chères, et le secteur privé va chercher à avoir sa rentabilité. On les met ensemble, mais ça dépend du projet, ça dépend de la phase du projet. Donc, il y a tout un travail. J'ai vu qu'il y avait à peu près 8500 milliards qu'il fallait trouver. Je pense que ce travail a besoin d'être regardé encore de plus près. Le costing, comment il a été fait, la priorité des projets. Je pense qu'un pays comme le Gabon, sur 5 ans, si on investit 3 000 milliards, on va voir le changement. Donc parfois, on se donne des chiffres qui sont très élevés, 8 500. 8 500, on a un peu peur, mais si on a 3 000 milliards qui sont investis dans le pays, on va tous voir ce changement devant nous. Donc 8 500 milliards. Il faudra mettre en place ou choisir ou mettre en avant les projets prioritaires. Exactement. À côté, il faut aussi avoir des partenaires stratégiques. Est-ce qu'il y a... Quels sont ou quels seraient, selon vous, ces partenaires stratégiques-là vers lesquels on devrait se tourner en termes de pays ou d'entreprises ou de secteurs? Donc déjà, les partenaires au développement sont toujours là parce qu'ils vous apportent des financements. Je prends les banques multilatérales. Leur prêt, c'est sur 25 ans. Le taux d'intérêt, c'est moins de 1%, c'est 0,8%. Vous avez en plus des périodes de grâce de 5 ans. Lorsque vous avez un financement pareil, vous pouvez faire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'avant les 5 ans, quand vous avez la période de grâce, vous avez terminé même votre projet. Donc, les partenaires sont là et les partenaires ont leurs conditions en termes de gouvernance, en termes de reporting. Il faut être très rigoureux à ce niveau-là. Vous avez aussi le marché international qui est là. Vous avez le marché local. Vous avez aussi des partenaires bilatéraux, des États qui ont un agenda sur l'Afrique qui est très important. La Chine, l'Europe aujourd'hui a un gros plan Global Gateway qui est aussi très intéressant.
Les États-Unis, là, sur l'Afrique centrale, il y a le Lobito Corridor. On est en train de faire un corridor train qui partira de l'Afrique centrale jusqu'à Lobito au niveau de l'Angola pour sortir certaines matières premières. Mais nous espérons que ça va être moins de matières premières naturelles, mais plus de transformation, de batteries électriques, de voitures électriques. Cédric Achille-Mbeng, avant de nous séparer, voici la question de l'internaute, c'est celle de Herman qui nous écrit depuis quelque part au Gabon. Il dit, monsieur, comment mieux intégrer le Gabon dans les chaînes de valeur régionales et internationales? En 1 minute. Alors, c'est intéressant, mais déjà, il faut qu'il y ait un plan. Il faut un plan pour cela parce qu'effectivement, nous avons des atouts, les autres à côté ont des atouts, il faut s'entendre. Qui fait quoi? Là, on parle de minerais, nous avons le manganèse, à côté, ils ont autre chose. Comment on travaille ensemble pour arriver à transformer cela? C'est difficile de faire en 1 minute parce que dans ma dernière publication, j'ai tout un chapitre sur ça. Mais c'est pour dire qu'il faut des politiques communes, il faut mutualiser les ressources humaines, les ressources physiques et bien sûr les compétences. Mutualiser et avoir des partenariats intelligents. Merci beaucoup Cédric Achille-Mbeng. Monsieur, vous êtes économiste, expert des systèmes financiers, mais aussi écrivain. Nous aurons l'opportunité sur un de nos plateaux de revenir sur cette belle œuvre que vous avez sortie il y a très peu de temps. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi. Merci. La mutation industrielle au Gabon n'est pas une simple évolution technique ou sectorielle, c'est un tournant stratégique qui engage l'avenir économique, social et environnemental du pays. Les défis sont nombreux, moderniser l'outil de production, former les compétences locales, diversifier au-delà des ressources brutes, tout en restant compétitif sur les marchés mondiaux, comme nous l'a indiqué notre invité. Mais ces défis sont aussi des opportunités. Créer des filières intégrées, capter plus de valeur ajoutée, stimuler l'innovation et inscrire notre économie dans une dynamique durable. Le Gabon a les atouts, les ressources et les talents des hommes et des femmes pour réussir cette transformation. La question est désormais, saurons-nous en faire un moteur de prospérité partagée ou la laisser passer comme tant d'autres occasions? Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.